Bonjour et bienvenue dans cette section de la formation consacrée aux différences entre les réseaux 5G DHC et les autres réseaux de chaleur urbains. Je m'appelle Steph Bousten et je travaille pour Open Universitet, un partenaire de D2Grids. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des réseaux de chaleur urbains, des différentes générations de réseaux, de ce qu'est la 5G DHC et des différences et similitudes entre les réseaux 5G DHC et les réseaux de chauffage urbain classiques. Réseau de chauffage urbain classique. Henrik Lund et ses collègues ont élaboré une définition du réseau de chaleur urbain. Ils le décrivent comme un réseau de canalisation reliant les bâtiments d'un quartier, d'un centre-ville ou d'une ville entière, afin qu'ils puissent être alimentés par des centrales ou des unités de production de chaleur décentralisées. Cette définition permet de dégager trois éléments fondamentaux de ces réseaux. Les bâtiments, les canalisations et les centrales thermiques. Étudions-les de plus près. Un réseau de chaleur urbain peut fournir de la chaleur à n'importe quel type de bâtiment. Logements, bureaux, magasins, etc. En plus de chauffer les locaux, le système fournit généralement aussi de la chaleur pour produire de l'eau chaude sanitaire dans le bâtiment. La température d'un réseau de chaleur urbain est souvent dictée par les besoins des bâtiments qu'il dessert. Les bâtiments anciens, qui sont moins bien isolés que les constructions plus récentes, nécessitent des températures plus élevées pour conserver la chaleur. Les canalisations d'un réseau de chaleur urbain transportent l'eau chaude ou la vapeur de la centrale vers les bâtiments. Une deuxième canalisation réachemine le refroidi vers l'usine pour la réchauffer. Même si un réseau de canalisation peut être long de plusieurs kilomètres, les pertes de chaleur deviennent importantes lorsque les distances s'allongent. Les centrales thermiques peuvent être des chaudières dédiées brûlant des combustibles pour produire de la chaleur, ou des installations de récupération de chaleur issues de centrales électriques ou de processus industriels. Les combustibles peuvent être d'origine fossile ou provenir de déchets ou de la biomasse. Une centrale thermique peut également être renouvelable si elle utilise, par exemple, une source de chaleur géothermique, des panneaux solaires ou des pompes à chaleur fonctionnant grâce à une source renouvelable. Jusqu'à présent, on dénombre trois générations de réseaux de chaleur urbains. La première génération est née il y a plus de 100 ans, à une époque où les bâtiments n'étaient pas isolés et où la chaleur était acheminée sous forme de vapeur par des conduits en béton à travers la ville. Les centrales fonctionnaient généralement au charbon, ou grâce à l'incinération de déchets. La deuxième génération a surtout été déployée dans l'ex-Union soviétique. Les bâtiments étaient partiellement isolés et dotés de radiateurs. Les canalisations en acier acheminaient de l'eau sous pression provenant de centrales de cogénération. La troisième génération est parfois appelée système scandinave. Elle se caractérise par des bâtiments bien isolés, équipés de double vitrage et des systèmes de chauffage plus performants. Les canalisations en plastique standardisées et préisolées acheminent de l'eau chaude et non de l'eau sous pression. Les systèmes de troisième génération peuvent être alimentés par la biomasse, la chaleur industrielle excédentaire ou la cogénération. La quatrième génération de DH dessine l'avenir des réseaux de chaleur urbains. Ces futurs réseaux devront être compatibles avec les bâtiments existants, rénovés et neufs, et fournir les températures plus ou moins élevées requises pour chauffer les locaux et produire de l'eau chaude sanitaire. Ils devront assurer la distribution de chaleur avec de faibles pertes, ce qui implique des canalisations isolées et un contrôle des fuites. Ils devront être en mesure d'utiliser la chaleur recyclée issue de sources à basse température et d'intégrer autant que possible des sources renouvelables, telles que l'énergie solaire et géothermique. Les futurs réseaux de chaleur urbains devront également s'insérer dans des systèmes énergétiques intelligents intégrés, collaborant avec les réseaux d'électricité et de carburant afin d'intégrer des sources renouvelables fluctuantes et d'améliorer la conservation de l'énergie. Ils devront enfin être en mesure de garantir des structures de planification, de coûts et d'incitation adaptées au fonctionnement du système, aujourd'hui comme demain. Henrik Lund et ses collègues ont réalisé ce graphique pour illustrer la quatrième génération de réseaux de chaleur et de froid urbain. Vous pouvez constater qu'à chaque génération, l'efficacité du système augmente à mesure que la température des canalisations diminue.
On constate également que chaque génération est capable d'intégrer un plus grand nombre de sources, notamment renouvelables. La quatrième génération est par ailleurs interconnectée avec les réseaux électriques et de refroidissement. Si la quatrième génération de réseaux de chaleur et de froid urbain est déjà la génération future, à quoi ressemblera donc la 5G DHC? La 5G DHC repose sur une logique différente de celle des réseaux de chauffage urbain classiques, qui présentent une structure linéaire acheminant la chaleur d'une centrale vers un bâtiment. Les DHC de cinquième génération sont principalement basés sur le principe de l'échange entre bâtiments. C'est ce que l'on appelle une boucle énergétique fermée. Vous apprendrez ce que recouvre exactement ce concept dans une autre section de ce module. Dans les réseaux 5G DHC, le stockage joue un rôle important et les centrales servent uniquement à combler l'écart entre la demande de chauffage et la demande de refroidissement, s'il n'est pas possible d'y répondre par les échanges ou le stockage. Les réseaux 5G DHC visent à desservir un éventail de bâtiments aussi large que possible. Plus la variété est grande, plus il y a de chances d'avoir une demande simultanée de chauffage et de refroidissement et donc des possibilités d'échange plus nombreuses. Les sous-stations intelligentes fournissent l'énergie nécessaire à la température requise pour chaque bâtiment, à la fois pour le chauffage et le refroidissement, et parfois simultanément. Ces sous-stations peuvent être installées à l'intérieur des bâtiments ou desservir de petits groupes de bâtiments, mais elles sont quoi qu'il en soit très décentralisées. Les canalisations servent principalement à relier les bâtiments entre eux et pas seulement à raccorder les bâtiments aux centrales. Elles fonctionnent à des températures proches de la température ambiante, afin de minimiser les pertes du réseau et de permettre le raccordement d'un maximum de sources potentielles. En lieu et place d'une conduite d'alimentation et d'une conduite de retour, le réseau est doté d'une canalisation chaude et d'une canalisation froide, qui peuvent toutes deux servir à l'alimentation et au retour en fonction des besoins du moment. Un réseau 5G DHC comportera toujours des centrales, même si elles sont beaucoup moins importantes que pour les réseaux de chaleur urbains classiques, car elles ne servent qu'à répondre à la fraction de la demande qui ne peut pas être satisfaite par l'échange d'énergie entre les bâtiments. Les centrales ne sont raccordées au réseau que si la chaleur qu'elles produisent ne peut pas être employée plus utilement ailleurs. Dans un réseau de chaleur et de froid urbain, la chaleur à haute température devrait donc probablement être utilisée pour les processus industriels plutôt que pour le chauffage des locaux. Bien entendu, la 5G DHC vise à être 100% renouvelable en utilisant uniquement des sources d'énergie locales. Quelles sont donc les similitudes et les différences entre les réseaux 5G DHC et les réseaux de chaleur urbains classiques? Les réseaux 5G DHC et les DHC classiques ont le même objectif, puisqu'ils visent à chauffer et refroidir des bâtiments. Ils se ressemblent également car ils utilisent un réseau de canalisation pour relier ces bâtiments et cherchent à limiter le gaspillage d'énergie et à utiliser un maximum de sources renouvelables. Comme nous l'avons vu, il existe des différences. Dans un réseau 5G DHC, les bâtiments peuvent être à la fois consommateurs et producteurs, parfois même simultanément, alors que dans un système classique, les bâtiments sont consommateurs de chaleur. Les canalisations du réseau 5G DHC servent à interconnecter les bâtiments, tandis que dans un système classique, ils servent à relier les bâtiments aux centrales. Enfin, le réseau 5G DHC donne la priorité à l'échange, alors qu'un DHC classique s'articule autour de ses centrales thermiques. J'espère que cette présentation vous a permis de bien comprendre les différences entre la 5G DHC et les autres générations de réseaux de chaleur urbains. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous trouverez les autres sections de ce module instructives.